Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle et à l'occasion d'ateliers et de conférences. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Jean. Kevin est épidémiologiste, professeur junior en santé et changements globaux à l'École normale supérieure de Paris. Il a été également maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers de 2016 à 2024. Ses travaux de recherche portent sur l'évaluation des stratégies de prévention dans les domaines des maladies infectieuses et de la santé environnementale. Il nous parle donc aujourd'hui des liens entre le changement climatique et la santé, pas seulement au niveau de ce qui va être négatif, mais également des co-bénéfices pour la santé des politiques climatiques qui vont ou devraient être mises en place. Voilà, j'espère que cet épisode vous inspirera et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kevin. Bonjour. Bienvenue sur le podcast La Santé par Nature. Alors, tu es épidémiologiste et enseignant en santé et changements globaux à l'École normale supérieure. Est-ce que tu aurais envie de te présenter succinctement pour que les auditeurs et auditrices aient un aperçu de ton parcours ? Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Paris. Moi, j'ai un parcours d'études, j'aime plutôt des sciences de la biologie. J'ai fait de la santé publique, c'est un domaine dans lequel on vient par plusieurs voies, les biostatistiques, la biologie, la médecine, parfois les sciences sociales également. Et j'ai d'abord travaillé sur les maladies infectieuses, la modélisation des maladies infectieuses, donc un domaine que maintenant on connaît bien depuis la vague Covid, les modèles maladies infectieuses. Et puis en 2021-2022, ça faisait longtemps que j'étais engagé sur le volet associatif plutôt, sur des questions climatiques, et j'ai voulu mettre ça vraiment au cœur à la fois de mes enseignements et de ma recherche, et il y a eu tout un moment où j'arrivais pas trop à savoir comment mettre à profit tout ce que j'avais appris, ce que je savais faire en études en termes de santé publique sur ces questions climat. Et puis j'ai trouvé un petit peu l'angle, on m'a aidé pour ça, j'ai fait des belles rencontres, et je m'intéresse maintenant aux effets du changement climatique sur la santé, mais aussi surtout aux effets de politique climatique sur la santé. Et en fait, on peut traiter ces questions en appliquant les mêmes méthodes, les mêmes modèles que ceux qu'on utilise pour les maladies infectieuses. Donc c'est ce que je fais maintenant dans ma recherche, essayer de modéliser ce qu'on attend à la fois des effets du changement climatique, mais également de l'action climatique sur la santé. C'est la question des co-bénéfices dont on reparlera, j'imagine. Et puis j'intègre ça également dans mes enseignements, où là depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant à l'École normale supérieure, on a un master en sciences de la durabilité. Donc c'est des domaines également qu'on essaye, que j'ai mis au cœur de mes activités d'enseignement. Ok, trop bien. Alors, tes travaux portent notamment sur la prévention des maladies infectieuses, donc VIH, fièvre jaune, Covid-19, et les maladies d'origine professionnelle aussi, les troubles musculo-squelettiques par exemple. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté dans cette voie professionnelle ? Est-ce que ça fait suite à un événement personnel dans ta vie ? J'ai fait mes études dans le domaine de la biologie. Le lien entre biologie et santé, c'est des choses qui sont dans les filières d'enseignement assez logiques, on va dire, faire ce lien entre biologie et santé. Ce qui a été un peu plus, on va dire, une découverte pour moi, ça a été de passer de la santé à la santé publique, ne pas seulement s'intéresser à ce qui se passe dans l'organisme, à l'échelle des molécules ou d'une seule personne, mais de regarder ce qui se passe à l'échelle de population. Et ça vient peut-être aussi du fait que dans mon parcours, j'ai aussi, dans mon parcours d'étudiant, je me suis intéressé aux sciences de l'écologie, qui là aussi s'intéresse à des populations. Et puis quand on mélange un peu les deux, la biologie, l'écologie, on arrive à cette échelle macro, donc l'épidémiologie, la santé publique, avec initialement ce tropisme vers les maladies infectieuses, qui est quelque chose, encore une fois, comme on l'a expliqué, que je fais de moins en moins pour me pencher de plus en plus sur des questions santé et climat, qui touchent plus là à des maladies chroniques. On en parlera, donc pas toujours infectieuses du moins. Et ce déplacement de sujets de recherche des maladies infectieuses ou des maladies professionnelles vers des liens vraiment plus forts entre santé et climat, ça vient également, je pense, de cet engagement associatif militant que j'avais depuis près de 15 ans maintenant. D'accord.
Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Selon toi, quels sont les liens entre réchauffement climatique et santé? Alors ces liens, ils sont nombreux, et surtout ce qui est important, c'est qu'on peut les voir sous deux angles, les liens entre changement climatique et santé. Il y a l'angle auquel on pense un peu plus spontanément, c'est-à-dire les effets du changement climatique sur la santé. Le climat se réchauffe, les événements climatiques extrêmes se multiplient, et ça a évidemment des impacts en termes de santé individuelle, de santé publique, enfin, en termes de santé physique, de santé mentale également, en termes de répercussions sur le système de soins. Donc ça, c'est tout le volet des impacts du changement climatique sur la santé. Et pour le dire très rapidement, de ce côté-là, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. On sait que ça ne se passe pas très bien déjà, on voit déjà, on observe, on documente, le GIEC a déjà documenté tous ces impacts dans des dimensions très nombreuses. Il n'y a pas de bonnes nouvelles de ce côté-là. En revanche, ce qu'on peut faire également, c'est de regarder ces liens sous l'autre angle. Et l'autre angle, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe en termes de santé publique et de santé des individus si on passe à l'action climatique, si on met en place des politiques ambitieuses d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces politiques-là, elles peuvent avoir sur le court terme des impacts sur la santé, donc non pas l'impact du changement climatique, mais là des politiques qu'on met pour répondre au changement climatique sur la santé. Et là, on a beaucoup plus de messages positifs, parce que, on aura le temps d'y revenir, mais en gros, quand on met en place des politiques climatiques, on a des effets, on s'attend à avoir des effets très positifs et très forts en termes de santé publique. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mobilisateur pour l'action. Et donc, c'est l'autre versant sous lequel on peut regarder les liens. Donc, on l'a compris, pas sous l'angle des effets du changement climatique sur la santé, mais l'effet de l'action climatique, de la réponse au changement climatique qu'on peut mettre en place. D'accord. Donc, déjà, il y a la prévention des risques liés à la chaleur qui vont s'accentuer avec le réchauffement climatique, par exemple. Donc effectivement, ces effets, quand on pense aux effets du changement climatique sur la santé, ceux auxquels on pense en premier, c'est les effets de la chaleur, des vagues de chaleur. La température, c'est un des paramètres les plus importants sur le fonctionnement de l'organisme. Les êtres humains, on le sait, on a une température qui est très bien régulée sur une plage qui ne varie pas beaucoup. On est à 37,5. Quand on est en dessous de 36, 35, ça ne va pas très bien. Quand on est au-dessus de 40, ça ne va pas bien du tout. Et donc, on a cette plage de régulation qui est assez limitée et qui va déterminer énormément de choses qui se passent dans le fonctionnement de nos organes, dans le métabolisme. Et donc, dès que cette plage est déréglée, et qu'elle reste déréglée, qu'on est trop haut ou trop bas, voilà, sous l'effet du changement climatique et des vagues de chaleur, on est souvent trop haut. D'abord, on met en place des mécanismes de thermorégulation, donc on peut transpirer, on peut également jouer un petit peu de manière physiologique sur la répartition sanguine, augmenter les échanges avec la température extérieure. Mais si les vagues de chaleur sont trop prolongées ou trop intenses, ces mécanismes de thermorégulation, ils sont dépassés. La température corporelle, elle continue d'augmenter au-dessus de 40 degrés, elle reste assez longtemps à cette température-là. Et si elle reste trop longtemps, là, on a des événements en cascade qui peuvent arriver. Moi, pour s'en rendre compte, moi j'aime bien faire la comparaison avec des ordinateurs. Quand on a un ordinateur qui commence à surchauffer un petit peu, première chose qu'il fait, c'est qu'il va ventiler très fort, on entend le ventilateur se mettre en marche. C'est comme nous, quand on a une température corporelle qui est trop chaude, on va commencer, on a l'activité cardiaque qui va se mettre à être forcée, parce que le cœur doit envoyer plus de sang vers la surface du corps pour faciliter les échanges thermiques, mais le cœur c'est un muscle, donc il faut l'oxygéner, donc on va aussi plus respirer, plus ventiler nous aussi, et donc ensuite l'ordinateur, s'il continue à surchauffer, au bout d'un moment il peut avoir des blackouts, et donc ça, le blackout, on a aussi des coups de chaleur, des évanouissements, ça c'est des choses qui peuvent arriver, et puis votre ordinateur, si on le laisse trop longtemps en surchauffe, au bout d'un moment il claque, tout simplement. Et là, c'est un peu comme le corps humain, là aussi, c'est le composant le plus faible qui lâche en premier, et donc pour le corps humain, c'est la même chose quand on a ces températures, la température corporelle qui est maintenue trop haute, trop longtemps, il y a des risques de décès, et pour des personnes qui ont des pathologies préexistantes, si c'est des pathologies cardiaques, très souvent c'est le cœur qui lâche en premier, c'est des pathologies respiratoires, c'est la fonction respiratoire, et donc ce qu'on regarde dans les statistiques, ce qu'on voit en tout cas, c'est que ces causes de décès, elles augmentent quelles que soient les causes avec la température. On a une augmentation du risque de décès par maladie cardiaque, par maladie respiratoire, par maladie rénale, par maladie immunitaire. Et donc, vraiment, on a ce risque qui va affecter toutes les composantes de l'organisme. Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est pour ça qu'on rougit quand on a chaud. Et c'est ce que tu disais, c'est le sang qui vient vers la peau. Ouais, c'est ça, c'est la vasodilatation, exactement. Donc, on essaie d'augmenter les échanges thermiques avec l'extérieur. Donc, nos vaisseaux sanguins périphériques à la surface se dilatent. Donc, comme
ça, on a plus d'échanges thermiques. Mais ça, comme il y a plus de volume sanguin, le cœur, ça a une grosse demande pour le cœur aussi. Il a le même volume à envoyer dans des tuyaux plus gros, donc pour que ça circule, il faut qu'il envoie plus fort. Donc c'est ce qui explique la rougeur, on devient tout rouge, effectivement. Et ce qui explique également la demande cardiaque, qui explique elle aussi la demande respiratoire, et ainsi de suite. Ok. Puis il y a aussi l'histoire de l'hygrométrie par rapport à la température. Tu pourrais rappeler comment ça se passe, ça ? Donc le deuxième mécanisme qu'on a pour rabaisser la température corporelle, c'est la transpiration, la sudation. Et donc ça, quand on transpire, quelque part, avec l'évaporation de la sueur sur la surface cutanée, la sueur s'évapore en emmenant la chaleur avec elle. Mais on peut transpirer que quand le taux d'humidité extérieure le permet. Et quand le taux d'humidité extérieure est très élevé, quand on est saturé en humidité, on ne peut pas transpirer, ça ne marche pas. L'eau qu'on sue ne s'évapore pas. Et donc ce mécanisme ne marche pas. Ce qui explique pourquoi en fait, on tolère beaucoup plus des chaleurs sèches. On peut tolérer assez bien des chaleurs de 40 degrés, voire plus, s'il y a un taux d'humidité très faible. Mais par contre, des chaleurs plus basses, mais avec des taux d'humidité, des chaleurs tropicales, avec des taux d'humidité très élevés, des 35 degrés avec des taux d'humidité très élevés, là, on suffoque beaucoup plus. C'est un peu la différence entre le sauna et le hammam. Et donc ça, c'est aussi un point très important, parce qu'un des événements climatiques extrêmes qui est le plus menaçant, c'est ces vagues de ce qu'on appelle de chaleur humide. Et donc il y a des régions du monde qui sont menacées par des événements extrêmes, qui ne sont pas seulement des vagues de chaleur, mais des vagues de chaleur couplées à des hauts taux d'humidité. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes d'impact sur les populations, peut être très impactant. D'ailleurs, je pense que, il me semble avoir lu qu'en Asie du Sud-Est, dans quelques années, ces conditions-là d'hygrométrie importante et de température élevée vont être réunies très souvent en fait dans l'année. On peut tenir 6 heures, un truc comme ça, ou je ne sais plus exactement la durée, mais à l'extérieur, dans ces conditions-là. Donc ces pays, enfin tu sais mieux que moi sûrement ça, mais dans ces pays-là, les gens vont être ennuyés pour pouvoir rester dehors longtemps. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas vraiment de seuil, c'est ça le problème. D'accord. C'est qu'on n'est pas tous égaux, encore une fois. Il y a des personnes qui ont des pathologies préexistantes et qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus vulnérables à ces vagues de chaleur, humides ou non humides, mais voilà, encore plus humides. Et donc, c'est très dur de définir un seuil au-delà duquel on a un risque mortel. Bon, plus il fait chaud, plus ça dure longtemps, plus ça devient dangereux. De toute façon, ça c'est clair. Et effectivement, il y a des régions du monde qui sont beaucoup plus menacées par ces phénomènes de chaleur humide. Des régions de côte, l'Afrique, la Corne de l'Afrique, par exemple. Non, pardon, le Golfe de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, la région indienne, par exemple. Qui sont des régions où on a tendance à penser qu'il fait un peu plus frais, comme on a la proximité de la mer, mais en fait, ce phénomène d'humidité vient accentuer les vagues de chaleur et les rendre beaucoup plus dangereuses, on va dire, même si les niveaux de température sont un peu plus bas, du fait de cette combinaison température-humidité. Mais il faut voir qu'en France, on a certaines régions, et notamment les territoires d'outre-mer, qui sont peut-être très menacés par ces phénomènes aussi. Là encore, on a tendance à penser que des régions comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, qui sont des régions, enfin, des territoires insulaires, donc où la température est plus tamponnée par la présence de l'océan, sont moins menacées. Mais en fait, c'est cette combinaison avec l'humidité qui peut rendre ces territoires plus exposés à ces phénomènes de chaleur humide. Alors, il y a aussi, bien sûr, la qualité de l'air. Disons qu'il y a un lien entre pollution atmosphérique et température élevée. Quel est-il ? Il y a deux phénomènes. La pollution atmosphérique, c'est quelque chose qui dépend beaucoup de paramètres météorologiques. La qualité de l'air, elle dépend du vent, des précipitations, de la température, de l'ennuagement également. Et tout ça, ce sont des paramètres qui sont affectés par le réchauffement climatique. Et donc, certains événements météorologiques vont avoir tendance à faire diminuer la pollution, donc les précipitations, la pluie par exemple, ça lessive l'atmosphère de polluants, et d'autres vont avoir tendance à les augmenter. Quand on augmente les chaleurs, les vagues de chaleur, on sait qu'il y a des réactions chimiques dans l'atmosphère qui vont par exemple causer des vagues de pollution à l'ozone, des phénomènes de pollution à l'ozone. Quand on regarde les résultants de tout ça, en fait, il y a deux phénomènes qui sont augmentés par le changement climatique. Il y a d'une part ces pics de pollution à l'ozone. Donc on sait que plus les températures chauffent, plus on aura de pics de pollution à l'ozone, et ça c'est un problème. On le sait en été déjà, pendant les vagues de chaleur en France, on a non seulement des vagues de chaleur, mais en plus des pics de pollution à l'ozone qui causent des problèmes cardiaques et respiratoires. Donc ça c'est le premier effet.
les climatologues parlent de pénalité climatique de l'ozone, pour m'expliquer que même si on ne change rien dans la composition de l'atmosphère, le simple fait d'augmenter la température va augmenter la pollution à l'ozone. Et l'autre phénomène qu'on voit se dessiner un peu, alors là c'est pareil, en France on n'est pas les plus exposés à ça, d'autres régions du monde le sont beaucoup plus, c'est tout simplement le fait que sous le réchauffement climatique, les feux de forêt deviennent plus fréquents, et ces feux de forêt contribuent à l'augmentation de la pollution aux particules fines cette fois. On a en tête les images qu'on a vues de Californie sous les flammes, ou même de New York il y a quelques années, sous la fumée, les panaches de fumée d'incendie qui avaient lieu au Canada à plus de 2000 km. Donc ces particules, elles peuvent voyager très loin, et ça peut entraîner des concentrations atmosphériques en particules fines vraiment très importantes. Et donc là, on était dans une période, sur les dernières années, plutôt à l'amélioration à l'échelle du globe de la qualité de l'air et de la pollution aux particules, donc une diminution de cette pollution. Et en fait, on voit que cette amélioration, elle est en train d'être infléchie, elle est en train d'être quelque part stoppée par l'augmentation des feux de forêt qui vient augmenter les expositions aux particules fines. Oui, parce qu'il faut rappeler que les particules fines, on les respire, ça se met dans les petites bronchioles là, au fond de nos poumons, et puis ça dégrade tout, quoi. Ça bouche un peu les poumons, quoi. C'est ça, ces particules fines, mais au-delà de ça, comme elles sont tellement fines qu'elles arrivent vraiment au bout. Dans le sang même, peut-être. Voilà, et elles peuvent voyager dans le sang, et il y a un élément qui est encore plus important là-dedans, c'est que les particules fines, finalement, c'est qu'une distinction de taille sur ce qu'on respire, et ça ne nous dit rien sur la composition chimique de ces particules fines. Et des particules fines d'origine différente peuvent avoir une toxicologie très différente. Et ce qui semble apparaître, là on commence à avoir des éléments là-dessus, c'est que des particules fines issues de feux de forêt pourraient être beaucoup plus toxiques que les particules fines plus classiques auxquelles on est exposé, parce que les feux de forêt, c'est de la combustion à très haute température, et ça crée un pouvoir oxydant de ces particules beaucoup plus fort que, on va dire, les particules fines plutôt générées par le transport ou par l'abrasion des freins de voiture, des choses comme ça, les pneus. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc c'est une façon de mesurer la pollution qui est imparfaite et qui en plus ne rend pas compte de ce potentiel toxique, peut-être sans doute plus fort, en tout cas avec les éléments qu'on a, de ces particules issues des feux de forêt. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Bon, alors il y a plein de choses qui sont liées au climat et à la santé, mais il y a aussi notamment la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est le réchauffement climatique pose un problème aussi à ce niveau-là. Et donc, qui dit sécurité alimentaire dit santé en fin de compte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Alors, il y a un lien très fort entre production agricole, rendement agricole tout simplement, et changement climatique. Et effectivement, on sait que si on a des problèmes sur la sécurité alimentaire, des problèmes de malnutrition peuvent s'en suivre, et donc des problèmes de santé publique. Ce lien entre nutrition et santé, je pense que c'est pas la peine d'insister dessus, il est assez clair. L'effet du changement climatique sur la production agricole, en tout cas sur l'alimentation, ce qui est important, c'est qu'il est vraiment de deux natures différentes. On a un problème qui est un problème d'ordre quantitatif, c'est-à-dire le changement climatique affecte la quantité de l'alimentation produite. Ça, on a plein d'éléments dessus. Le fait que le réchauffement climatique, l'augmentation des températures réduit les rendements des principales céréales consommées. Elle augmente également la proportion de cette production qui est consommée par les ravageurs des cultures, qui sont des petits insectes qui sont, eux, boostés, leur métabolisme et leur développement est boosté par les températures. Donc, plus il fait chaud, en général, plus ils se développent, et donc plus ils viennent nous manger un petit peu de nos récoltes. On a ces deux phénomènes-là. Et ce qui est important, au-delà de ça, quand on regarde les projections climatiques, il y a des chiffres qui sont quand même assez importants. C'est-à-dire que là, il y a une publication il y a quelques mois qui essaie de projeter ce qu'on allait perdre en rendement agricole en l'absence d'adaptation forte, c'est-à-dire vraiment de changement de modèle de production. Le fait qu'il faut arrêter de produire du maïs en France dans un climat qui se réchauffe. Et à l'échelle de l'Europe, en gros, là, quand on arrive à sommer un peu ces pertes de rendement, qu'on les exprime à l'échelle individuelle, à l'échelle 2050, ce qui peut arriver, c'est vraiment une perte de calories disponibles pour les êtres humains, pour la population, qui est de l'ordre de 1 repas par jour. On peut arriver à près d'1 repas par jour perdu du fait de ces pertes de rendement, encore une fois, si on ne met pas en face des mesures d'adaptation fortes en termes de variétés cultivées. Et l'autre volet de l'impact du changement climatique sur l'alimentation, il est qualitatif, il n'est pas que quantitatif. Et ça, c'est quelque chose qui est bien moins connu, mais c'est que le réchauffement climatique a également des effets sur la qualité nutritionnelle des aliments. Il y a vraiment beaucoup d'éléments là-dessus. En gros,
avec le réchauffement climatique, on augmente la concentration atmosphérique de CO2, ce qui peut être une bonne chose, on peut le penser pour les plantes parce qu'elles se nourrissent de ça, mais en fait ça peut booster la croissance des plantes qui vont grandir plus vite et moins se charger en nutriments essentiels. Et donc on sait que les principales plantes consommées par les populations humaines, quand la concentration atmosphérique de CO2 augmente, elles ont une teneur en protéines, en fer, en zinc qui est diminuée, et que tout ça peut se traduire par donc, moins de ces nutriments essentiels dans l'alimentation, et donc des effets en termes de santé, des risques accrus de déficience, de carence en zinc, en fer, donc d'anémie, d'exposition à des maladies infectieuses, à des maladies diarrhéiques. On a ces effets-là. Récemment, il a également été montré que en ce qui concerne le riz, qui est vraiment la céréale consommée en Asie du Sud-Est, le riz se charge beaucoup plus en arsenic sous des concentrations élevées de CO2. Enfin, on a vraiment aussi ce changement dans la qualité nutritionnelle de l'alimentation qui se répercute de façon directe, là aussi en termes de santé humaine. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, on peut dire que certaines personnes qui sont un peu l'avocat du diable disent oui, mais c'est exactement ce que tu as dit. Plus de CO2, ça veut dire que les plantes vont pousser plus vite, donc c'est bon pour les rendements et tout. Mais en fait, il n'y a pas que les rendements dans la vie. Il y a aussi effectivement la qualité nutritive des aliments, nutritionnels. Et puis c'est aussi le fait qu'il ne faut pas réfléchir à ce problème sous un seul angle, sous le seul angle du CO2 ou même de la température. On sait que le changement climatique, ça vient affecter les régimes de pluie, et que là, ce problème de pluviométrie, elle est extrêmement... on le sait en France à l'heure actuelle, avec ces phénomènes autour des conflits d'usage autour de l'eau. Réfléchir en termes de CO2 seulement, et pas du tout en termes de conjonction température, CO2, pluviométrie, sous un climat où les régions humides vont devenir de plus en plus humides et à l'inverse les régions sèches vont devenir de plus en plus sèches, il va se passer des choses qui ne sont pas que des bonnes nouvelles, en tout cas d'un point de vue de l'agriculture. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des liens auxquels on ne pense pas forcément en premier lieu, comme entre réchauffement climatique et violence ou incivilité par exemple? Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vue de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Je viendrai d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026, lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Tout à fait. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que la température extérieure affecte toutes les composantes de l'organisme, y compris la régulation hormonale, notamment, et certains neurotransmetteurs qui ont des effets directs sur l'humeur, tout simplement, sur l'agressivité, sur l'irritabilité. Et ça, là aussi, on a un nombre impressionnant d'études qui font le lien entre des variations de court terme au sein des mêmes villes, des mêmes régions. C'est ça qui est important. Quand on regarde une même région, une même ville, on se rend compte qu'une augmentation de la température va de pair avec une augmentation des violences sous toutes leurs formes. Quand on parle de violences sous toutes leurs formes, on voit un lien très net avec les accidents de voiture, par exemple, avec les suicides, qui sont une forme de violence tournée contre soi-même, mais aussi avec les violences interpersonnelles. Et donc ça, on le voit sur les agressions interpersonnelles, les crimes, les meurtres, mais on a des méta-analyses là-dessus. Je veux dire, des méta-analyses, c'est les sommes de plus de dizaines d'études qu'on met ensemble et on regarde ce qui en résulte. Et la meilleure méta-analyse sur la question, elle date de 2024 et elle a trouvé plus de 40 études qui documentaient ces liens entre violence et augmentation des températures. Et donc ça, c'est quelque chose de très net. On le voit également, une des autres façons d'expliquer, on voit ce lien entre survenue de pathologies mentales, là aussi en santé mentale, qui d'une certaine manière ont aussi une composante liée à la régulation hormonale de certaines façons. Donc, tout ça dessine vraiment, on va dire, un faisceau d'éléments qui est vraiment en faveur de la confiance qu'on a dans ce lien fort entre augmentation des températures et augmentation des violences. D'ailleurs, je lisais un article que tu avais écrit où tu disais que les violences conjugales augmentaient d'environ 5% avec chaque degré de réchauffement.
Et en 2018, une étude espagnole disait que durant les vagues de chaleur, les féminicides avaient augmenté de 40%. C'est incroyable, hein, ces statistiques. C'est ça, voilà. Mais quelque part, on le comprend. Enfin, on a tous subi des vagues de chaleur. On sait que quand on est enfermé à la maison, surtout si on a des logements exigus, mal isolés, où on est des familles nombreuses dans ces logements, qu'on ne peut pas sortir prendre l'air, tout simplement, je veux dire qu'on doit faire face à ces températures chaudes qui affectent l'humeur, qui affectent l'irritabilité. Enfin, c'est quelque chose qu'on comprend. Et par ailleurs, on est dans des pays, des régimes où on a ce contexte de patriarcat qui fait qu'on a un niveau de violence faite aux femmes qui est déjà très très important et trop important. Et donc si on en vient à rajouter un petit peu, à remettre, on va dire, de l'huile sur le feu ou de la température dans l'atmosphère, on comprend que ça peut ne faire qu'augmenter ces violences. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que plus le climat va se réchauffer, peut-être plus la société va être houleuse et ça va peut-être faire le lit de la montée de régimes autoritaires qui auraient envie d'encadrer tout ça par plus de contrôle. Pourquoi pas avec des robots, puisque en ce moment, tu as vu Elon Musk et tout ça qui développent des robots, les Chinois. Donc peut-être ça va aussi finalement creuser les inégalités entre les riches et les pauvres. Enfin bon, il y a plein de conséquences. Il y a aussi vraiment quelque chose qui se joue autour du lien social. En tout cas. On sait que dans des contextes ou dans des villes où les violences sont plus fortes, on a vraiment un affaiblissement des liens sociaux qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement important, autant pour la qualité de vie que pour la santé également. Et donc, il y a vraiment cette menace, de manière générale, sur le lien social, avec des niveaux qui augmentent de violence, et donc, du coup, avec ce qu'on sait de l'effet du changement climatique sur ces violences. Alors, le philosophe Héraclite écrivait en 544 avant notre ère « La santé de l'homme est le reflet de la santé de la Terre ». Donc, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est bon pour le climat est bon pour notre santé ? Alors, à peu près, oui, on peut le dire. Voilà, on peut le dire, on peut trouver quelques petits contre-exemples, mais globalement, ce qu'on peut faire en faveur du climat pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réduire l'impact humain sur le climat va avoir des répercussions sur la santé. Et ça, c'est important parce que ces effets sur la santé, ce qui est bon pour la santé, il y a vraiment deux niveaux à ça. Le premier, c'est que agir pour le climat, déjà, ça permet d'éviter une partie de ces risques qui augmente avec le changement climatique dont on vient de parler. Donc c'est quelque part une atténuation de ce risque qui vont augmenter si on ne fait rien. Donc ça c'est le premier élément, mais quelque part c'est les éléments classiques autour de l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire qu'il faut éviter les risques à venir. Mais le deuxième point qui est très important, c'est que en fait en agissant pour atténuer le changement climatique, c'est-à-dire en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte qu'on va indirectement toucher ce qu'on appelle des déterminants de la santé, c'est-à-dire des composantes qui viennent affecter nos santé, et on va les toucher de manière favorable. Les quelques exemples qui sont assez faciles à décrire, à expliquer, le premier c'est qu'on sait ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Et il se trouve qu'on parlait des particules fines tout à l'heure, 80% des particules fines sont émises par la combustion de ces énergies fossiles. Donc en fait, une des premières façons, un des premiers effets, en tout cas perceptibles, bien avant les bénéfices climatiques, un des premiers effets de la sortie des énergies fossiles, c'est tout simplement l'amélioration massive de la qualité de l'air. Et donc ça, c'est des bénéfices pour la santé. On a le même exemple, on peut trouver les mêmes exemples dans l'alimentation, où on sait que aller vers des régimes alimentaires qui sont plus favorables au climat, non seulement au climat, mais également à la biodiversité, ce sont également des régimes alimentaires vers lesquels il faut aller d'un point de vue purement égoïste de santé, on va dire, de point de vue nutritionnel. Donc là aussi, on a cette convergence. Et en fait, on peut déplier cette convergence dans plein de domaines différents, ce qui nous montre qu'en plus, voilà, donc ces actions favorables au climat, elles le sont également pour la santé individuelle. Yes. Alors, on parle souvent d'écologie punitive. Surtout, on va être honnête, à droite de l'échiquier politique. Est-ce que le problème, c'est pas aussi que même si on fait les changements qu'il faut dans les habitudes de fonctionnement de nos sociétés, qui entraînent le réchauffement climatique ou la pollution de la nature, comme utiliser de moins en moins d'énergie fossile, comme tu viens de dire, on va pas avoir les résultats de nos efforts tout de suite. Et ça peut avoir un côté décourageant, voire repoussant. Et ça peut nous pousser à privilégier le présent en continuant finalement avec nos modes de vie qui abîment la vie sur Terre. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est hyper bien documenté, en plus du côté des sciences cognitives. Le fait qu'on est câblé d'une certaine façon à ne pas vouloir favoriser, enfin en tout cas à avoir du mal à arbitrer
à favoriser un effort présent pour des bénéfices futurs. Et pour l'instant, quand on parle de changement climatique et d'action climatique, le discours médiatique, politique, ambiant, c'est de dire il faut faire des efforts aujourd'hui. On présente ces efforts sous l'angle des coûts. Ouais, il faut faire des efforts, quoi. Ça va être compliqué. Mais tout ça, c'est, on va dire, pour éviter des risques qui vont s'accroître dans le futur, donc dans très longtemps. Donc ça, c'est pas vendeur du tout de dire il faut faire des efforts aujourd'hui pour que peut-être dans 20 ans, ce soit pas pire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est présentée l'action. Et donc là, il y a un vrai effort. Et donc ça, ce fait qu'on n'est pas accablé ou mal câblé en tant qu'être humain pour accepter de faire des efforts aujourd'hui pour un moindre mal dans le futur, hein, c'est ce que les cognitivistes appellent la préférence pour le présent. C'est un biais cognitif connu de longue date. Et donc ça, je pense que ça interroge vraiment la façon dont d'une part les médias, mais d'autre part les scientifiques eux-mêmes documentent le changement climatique et présentent les politiques climatiques à mettre en œuvre, pour lesquelles, à mon sens, il faudra mettre plus l'accent sur les bénéfices de court terme de ces actions climatiques. Et quand on regarde, le GIEC nous dit dans son dernier rapport que les politiques à la fois d'adaptation et d'atténuation du changement climatique peuvent présenter ces co-bénéfices de court terme dans différentes dimensions, des co-bénéfices pour la biodiversité, des co-bénéfices pour les inégalités sociales, mais aussi et surtout des co-bénéfices pour la santé. Vraiment, le domaine de la santé, c'est le domaine, je pense, qui a son mot à dire sur ces questions, parce que c'est le domaine pour lequel, encore une fois, on peut documenter vraiment des bénéfices massifs et très rapides en termes de santé publique à l'action climatique. Et de fait, en fait, on devrait presque plus parler de politique de santé publique même que de politique climatique, parce que ce sont des politiques qui à la fois nous permettent de nous mettre dans des conditions où le climat se réchauffera moins dans le futur, mais également de mettre dans des conditions où l'environnement global et les modes de vie pour les populations seront plus sains. Ouais, et puis, souvent les politiques sont sensibles au coût des choses, etc., au budget, tout ça. On peut très bien dire aussi que si on s'occupe de tout ça de manière pragmatique et qu'on met en avant justement les co-bénéfices, ça va donner plus envie aux gens de faire ce qu'il faut. Et du coup, ça va coûter moins cher finalement à la société de traiter les maladies en aval, quoi. Donc c'est tout bénef à tous les niveaux. Donc d'après toi, pourquoi est-ce que les personnes qui nous dirigent ne mettent pas en avant ces co-bénéfices ? Alors, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui est tout à fait documenté. C'est pas qu'une impression et c'est pas qu'un sentiment, c'est quelque chose qu'on a documenté dans une étude l'an dernier, où justement on a essayé de faire la synthèse de tous les exercices qui avaient tenté d'évaluer les bénéfices qu'on peut attendre de politiques de neutralité carbone de par le monde. Et donc dans cette étude, il y avait vraiment deux résultats très importants. Le premier, c'est qu'on a identifié près d'une centaine d'études scientifiques qui ont justement projeté les effets sur la santé de politiques climatiques, de politiques suffisantes pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. Et presque toutes, 98%, nous disaient que ces politiques allaient apporter des bénéfices de santé publique de court terme, et des bénéfices importants. On parlait de plusieurs points de pourcentage de décès évitables par tous ces effets indirects de politique climatique, donc par l'amélioration de la qualité de l'air, j'ai parlé de l'amélioration des régimes alimentaires également. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est l'amélioration de l'activité physique, parce que dans des politiques dans les transports, de décarbonation de transport, peuvent permettre d'augmenter la marche, le vélo, qui sont des façons d'augmenter l'activité physique, donc de faire de la prévention de santé. Donc ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que parmi ce pool d'études qu'on a étudié, certaines, justement, ont fait ces exercices d'économie, ce qui s'appelle des analyses coût-bénéfice. On regarde combien coûtent les mesures, dans ce cas-là, des mesures pour la neutralité carbone, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en regard, on va mettre dans la balance les bénéfices économiques de ces mesures. Et il y a des méthodes pour mettre dans cette balance la santé. On peut chiffrer les bénéfices de la santé, les économistes ont même des outils pour mettre de la valeur monétaire. Et la valeur monétaire, du coup, ça permet de comparer des coûts et des bénéfices de santé, de mettre la santé dans la balance. Et donc, dans toutes ces études, dans ces études qui ont fait ces analyses, ce qu'on voit, c'est que là aussi, une très grande majorité, plus de 80%, nous disaient que quand on met la santé dans la balance, on se rend compte que les coûts de mise en place de mesures de réduction des gaz à effet de serre sont largement compensés par les bénéfices de santé. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'état de la science aujourd'hui. On le sait, sur le court terme, il est logique, c'est une question de retour sur investissement positif à agir pour la santé. Alors pourquoi les politiques ne le font pas ? D'une part, parce que c'est des choses qui
qui malgré tout restent assez peu documentées. Ces études dont on a fait le tour, elles n'étaient pas si nombreuses que ça, donc c'est pas encore quelque chose qui est dans le paysage ambulant ou qui est vraiment conscientisé. C'est pas une question de méthode, on a toutes les méthodes pour le faire. C'est peut-être plus une question de rendre obligatoire ces évaluations en termes de santé, de politique publique. On sait, en France par exemple, quand on a un projet de loi gouvernemental, il doit y avoir une évaluation économique des conséquences de ce projet de loi. Il n'y a jamais d'évaluation sanitaire. Ou alors c'est très rare, ou alors c'est très mal fait. On devrait rendre ça obligatoire, ou en tout cas beaucoup plus généralisé. Et le deuxième point là-dedans, c'est tout simplement que très souvent, ces bénéfices de santé, ils ne rentrent pas en compte dans les calculs budgétaires. Parce que les politiques publiques, elles sont évaluées sur des critères tels que le PIB ou autres, qui ne prennent pas en compte, en tout cas pas de la même façon en compte ces critères de santé. Donc on n'a pas les indicateurs économiques ou comptables ou budgétaires. Enfin, en tout cas, on l'a vu sur les dernières discussions budgétaires, où voilà, des dimensions très larges qui ont été coupées dans les dépenses publiques sont des politiques de santé ou de prévention indirecte sur la santé. En tout cas, la façon dont on évalue les politiques publiques aujourd'hui ne permet pas de prendre en compte comme il se doit ces bénéfices de santé. D'ailleurs, là, tu viens de parler des bénéfices financiers, on va dire, et sur la santé à faire tout ça, mais il y a aussi le coût de l'inaction. Donc, le GIEC avait établi que le coût de l'inaction climatique était en réalité supérieur au coût de l'action. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux personnes qui mettent en place les politiques publiques d'investissement ? On sait par exemple que le coût social du bruit en France est de 147 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que ça coûte collectivement 147 milliards d'euros par an de vivre dans une société hyper bruyante. Et je mets ce chiffre en perspective avec le trou de la Sécu qui était d'environ 23 milliards d'euros en 2025. Donc il y aurait d'énormes économies à faire pour le système de financement public en adressant tous ces problèmes sérieusement. Est-ce que toi, tu arrives à jouer un rôle de lobbying dans ce domaine ? Alors, on essaye en tout cas, et pour ça, il faut quelque part réussir à manipuler ces arguments économiques. Et dans ce que tu as dit, c'est complètement vrai sur les chiffres. Le problème qu'on a derrière ça, c'est qu'on ne parle pas des mêmes euros quand on parle des coûts de la pollution liés au bruit et du trou de la Sécu. Les coûts de santé, quand on chiffre des coûts de santé ou des bénéfices attendus pour la santé, on met dans la balance et on donne une valeur à des gains de santé. Ça s'appelle des coûts intangibles de santé évités. En gros, ça représente les coûts qu'on aurait été prêt à payer en termes de société pour améliorer la santé par d'autres politiques. Mais en fait, c'est pas de l'argent, ces 147 milliards d'euros liés à l'exposition au bruit. C'est pas de l'argent qui se retrouve dans les budgets de l'État. C'est ça le problème. C'est que c'est pas dans la comptabilité publique, elle ne rentre pas en compte. Et donc, on n'arrive pas dans un bilan comptable, dans une loi de budget ou autre, à les mettre au même niveau que des dépenses de santé qui sont là, des dépenses tangibles, voilà, des euros sonnants et trébuchants quelque part. Donc on a ce problème-là. On a malgré tout, comme tu l'as dit, on a ces exercices où on tente de rendre visible cette logique rationnelle à agir pour le climat. Tu as cité le GIEC, c'est le message du GIEC, la Cour des comptes en novembre dernier a donné le même message en chiffrant de mémoire et de tête. Ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que mettre en place des politiques climatiques d'adaptation, d'atténuation, ça coûterait environ 3% du PIB aujourd'hui, mais ne pas le faire nous ponctionnerait 10% du PIB. Donc là aussi, on a toute la logique. Le problème, c'est qu'on a toujours cette distorsion temporelle. Ces coûts de PIB futurs, ils sont futurs. Pour un politique, c'est pas son mandat à lui, quoi. En tout cas, c'est le mandat des prochains, puis on peut laisser les prochains se dépatouiller. Et donc, on a ces problèmes d'échelle de temps. On a ces problèmes, encore une fois, et toujours, je pense, d'indicateurs économiques qui ne prennent pas suffisamment en compte les questions de santé. Alors, c'est des choses qu'on essaye de faire dans nos études, en essayant de manipuler ces différentes façons de chiffrer les gains de santé attendus de politiques en faveur de l'environnement ou du climat. Pour ça, on a plusieurs façons de le faire. Soit mettre une valeur à une vie sauvée, à un décès évité, à une maladie évitée, ce qu'on peut faire dans certains cas. Dans une étude qu'on a conduite il y a un peu plus d'1 an, on a chiffré par exemple tous les bénéfices de santé des politiques cyclables en France, de la pratique du vélo. Et en chiffrant, en mettant bout à bout tous ces gains de santé associés au vélo, à la pratique, à l'activité physique liée au vélo, avec les coûts de santé que ça permet en tout cas, en les rapportant à tous les kilomètres parcourus en France au vélo, on arrive à cette super relation qui montrait que
chaque kilomètre de vélo parcouru en France permettait d'éviter 1 euro de coût social de santé à la collectivité. Donc ça, c'est le type d'argument qu'on essaye de mettre en avant dans le débat public pour montrer que oui, investir dans des pistes cyclables, dans des infrastructures cyclables, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue de la société, là encore, et d'un point de vue de la santé publique, payant, pertinent d'un point de vue des économies. Encore une fois, le seul problème, c'est que ce ne sont pas des vrais euros. On parle, c'est toujours de la valeur monétaire donnée à des gains de santé. Et ça ne tient pas dans des politiques de restriction budgétaire. On l'a vu sur la loi de finances 2026, pardon, où le plan vélo a été complètement remis à zéro et complètement coupé. Alors même qu'on on a tous en tête maintenant, on a ces éléments en tête qui nous disent que c'est pas une bonne idée, quoi. Ces économies qu'on a l'impression de faire maintenant, on va se les reprendre par des dépenses de santé. L'autre élément qu'on a pour essayer de chiffrer ces gains de santé, c'est d'essayer de chiffrer un peu plus là les vrais euros évités. Les vrais euros, c'est quoi? C'est les dépenses de sécu associées à chacune des maladies qu'on aurait pu éviter par des politiques cyclables ou par des politiques climatiques. Et donc ça, on peut le faire aussi dans certains cas, on essaie de le faire, de chiffrer le fait que en augmentant la pratique du vélo en France, on peut réduire d'un nombre pas du tout négligeable un nombre de maladies cardiovasculaires, un nombre de cas de diabète, et qu'à chacune de ces maladies sont associées des dépenses de sécu. Et donc là, on arrive à aller sur des chiffres qui sont des euros beaucoup plus palpables. Le problème, c'est que cette façon de comptabiliser les gains de santé, elle est très minimaliste d'une certaine façon, parce qu'on prend en compte que les coûts marchands de la santé, on prend pas en compte, et pour le dire très vite, un décès, ça coûte rien à la Sécu. Une personne qui décède ne coûte rien à la Sécu. Donc voilà, les décès sont invisibles dans cette façon de comptabiliser la santé. Donc on essaye de manipuler, en tout cas de trouver la façon d'utiliser de ces arguments économiques du mieux qu'on peut, en ayant plusieurs arguments dans notre jeu, que ce soit des coûts économiques directs, même s'ils sont très souvent sous-évalués et qui ne prennent pas du tout en compte, des coûts intangibles de santé, même si on sait que c'est pas des euros qui ont la même valeur que des euros qui rentrent dans un calcul budgétaire. Puis en plus, il y a des forces qui entrent aussi en jeu, comme des ministres ou des lobbies qui disent que, par exemple, les pesticides, finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Enfin, on ne sait pas vraiment. Il y a des études, mais bon, il y en a d'autres qui contredisent ces études, qui disent que c'est mauvais. Donc, en fait, tout ça, ça fait que ça repousse l'échéance d'agir. Donc, voilà, c'est pas génial. Je voulais te poser aussi une question sur les allergies, l'asthme. On voit qu'en ce moment, il y a une augmentation en fait, de tous ces problèmes-là. D'après toi, est-ce que c'est dû aussi au réchauffement climatique ? Alors, pas seulement, mais le réchauffement climatique contribue à l'augmentation des cas d'asthme pour plusieurs raisons. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation de la production des plantes, sous l'effet de la croissance du CO2, même si, encore une fois, la qualité ou la composition chimique de ce qui est produit n'est pas la même, ce qui pose des problèmes dans l'alimentation, sous cet effet, on a certaines plantes qui voient leur production d'allergènes booster un petit peu, à la fois par les températures et par le CO2 dans l'atmosphère. On a, par des printemps plus précoces, des périodes de pollinisation plus longues, on sait qu'on a certains cas certains épisodes allergènes qui sont augmentés en température, augmentés en durée et donc en nombre de cas d'asthme. Ça, il y a plusieurs études sur la question qui, encore une fois, avec des printemps plus précoces, des périodes de pollinisation, de pollen, de production de pollen plus longue, on a ces cas d'asthme qui peuvent être augmentés et qui en plus sont exacerbés par des questions de pollution de l'air ou pollution chimique. Et toi, j'ai lu aussi que tu écrivais les allergies dues au pollen de l'ambroisie pourraient doubler en Europe. Et donc, est-ce que toutes les zones seront touchées de manière équivalente ? Alors certainement pas. Là aussi, ça va dépendre, on va dire, des caractéristiques écologiques de ces zones. Donc l'ambroisie, pour rappel, c'est une plante invasive. C'est une plante qui commence à se développer de façon très rapide sur les dernières années, les 2 dernières décennies en Europe, et qui a un pouvoir allergène très fort. Et donc, on a ces projections qui nous laissent penser, qui suggèrent en tout cas qu'un climat qui va se réchauffer en Europe va rendre les conditions plus favorables pour l'ambroisie, mais encore une fois, pas de la même façon selon les différentes régions du monde. L'Europe du Sud et la France notamment seront plus impactés que des pays d'Europe du Nord. D'accord.
Donc il faut aller habiter dans les pays d'Europe du Nord, quoi, si on est très allergique, très asthmatique. Il y aura peut-être des problèmes là-bas aussi. Ouais. Bon, après, il faut arbitrer entre tout ça, quoi. Donc, alors, toi, quand tu étudies tous ces sujets liés à ce que les humains font à la nature et au bouleversement que ça entraîne, est-ce que ça te rend éco-anxieux? Oui, oui, très certainement. Je veux dire, enfin, le fait de, encore une fois, quand on regarde ce qu'on sait et ce qu'on peut projeter dans le futur sur les effets du changement climatique sur la santé, effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de raisons d'être optimiste. Ça, c'est sûr. Alors, il y a deux choses derrière ça. Le premier, c'est que, bon, on pourrait développer mais ce terme d'éco-anxiété. On sait qu'il est très mal choisi pour plein de raisons. Et la première, c'est que l'anxiété, c'est généralement les psychiatres la définissent comme une réaction anormale à une situation normale. Alors là, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est la situation qui est anormale et le fait de se sentir inquiet, préoccupé, en colère, anxieux, angoissé, je sais pas, face à ce qu'on sait du changement climatique actuel ou futur, c'est quelque chose de plutôt normal, on va dire, et pas du tout pathologique. Donc il y a ce premier point, et ce qui moi en tout cas me permet de sortir un petit peu de cet état, c'est plutôt le passage à l'action. C'est le fait de se dire que on n'est pas que passif face à ces informations, mais le passage à l'action, et notamment à l'action collective, hein, donc moi c'est ce qui a contribué, on en parlait au début, hein, à mon souhait, mon envie de rediriger mes thèmes de recherche sur ces questions, d'essayer d'identifier l'angle qui, je pense, en tout cas c'est le pari, est peut-être le plus prometteur, donc, voilà, encore une fois c'est mon pari, prometteur d'un point de vue de la décision publique. Il y a ce petit pari qu'on fait dans notre équipe et dans mes recherches, qui est de dire que finalement documenter les risques du changement climatique, les risques futurs, bah, si ça suffisait pour le passage à l'action, on aurait déjà bougé depuis 30 ans. Le premier rapport du GIEC, c'était il y a 30 ans maintenant, il documentait les risques à venir, ça ne suffit pas. Il faut trouver une autre angle, et l'autre angle, c'est peut-être, comme on le disait tout à l'heure, de montrer qu'on a tout intérêt à agir maintenant, donc de montrer ses bénéfices à l'action. Et donc ça, du coup, c'est ce que j'essaie de faire dans mes recherches et y contribuer en tout cas à cet effet très apaisant d'une certaine façon. Et ensuite, tu vois, il y a toute la mobilisation associative, militante au sein de différents collectifs. Et on a la chance dans la communauté scientifique en France notamment, et même à l'échelle européenne ou mondiale, d'avoir différents collectifs très engagés sur ces questions environnementales, et contribuer à ces actions collectives à quelque chose qui est vraiment fondamental, enfin, qui est d'une part, d'un point de vue là, subjectif, moi, qui me sort de cet état de sidération ou d'angoisse dans lequel on peut quelque part couler d'une certaine façon. Et ce point-là, il commence à faire l'objet de recherches, là aussi, de recherches en psychologie qui montrent bien que, quelque part, d'une part, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou les éco-émotions sont peut-être un passage, un sas vers l'action collective, mais d'autre part que l'action collective permet d'une certaine façon de se protéger, de se sentir, enfin en tout cas des répercussions négatives de ces éco-émotions. Et toi d'ailleurs tu fais partie de collectifs comme les Scientifiques en Rébellion, et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Scientifiques en Rébellion, c'est un mouvement qui a été lancé en 2020, à un moment où en France, suite aux marches climat qui n'avaient pas abouti, commençaient à se développer ces formes d'action qui étaient la désobéissance civile non violente, avec Alternativa, NDCOP 21, Extinction Rébellion. Et on était un collectif de scientifiques s'est porté en se disant, en fait, en tant que scientifique, avec tout ce qu'on sait, on se doit de rejoindre ces mouvements, et de les rejoindre pas seulement en tant que citoyen, mais aussi de les rejoindre de notre position scientifique. D'une part parce que c'est une position éthique qu'on peut défendre d'un point de vue éthique, parce qu'on sait que la situation climatique est fondamentalement injuste, on a quelque part les actions de désobéissance civile non violente sont un type d'action qui vient après tout le reste qu'on a pu essayer. On a pu essayer les rapports scientifiques, les pétitions, les conventions citoyennes, les marches climatiques n'ont abouti à rien. Donc, tant que ça n'aboutit pas, il faut essayer autre chose. Et cette autre chose peut passer à la désobéissance civile non violente, dont les répercussions sont bien moindres par rapport aux effets de la situation qui est dénoncée, quoi. Donc, il y a une proportionnalité dans l'action qui respecte. Enfin, on a tout un panel de critères éthiques qui en tout cas, sont en faveur du passage à l'action sous l'angle de la désobéissance civile non violente, y compris de la part des scientifiques. Et d'autre part, parce qu'on a des éléments qui laissent penser que ça marche, en fait. Les scientifiques, on reste
malgré tout, la communauté scientifique, quand on a ces baromètres annuels de la confiance des Françaises, des Français dans les différents métiers, les premiers qui sont indétrônables, ce sont les médecins. On a confiance dans les médecins, et ensuite, on a beau parler de défiance dans la science, les scientifiques restent une profession qui jouit d'un niveau de confiance dans la population qui est assez important. Donc, à nous, connaissant ce qu'on connaît, via les rapports du GIEC et autres, de la situation, quelque part, de tirer profit de ce niveau de confiance pour alerter tant qu'on peut, et avec des moyens renouvelés, parce qu'encore une fois, les moyens traditionnels n'ont pas suffi, ne suffisent toujours pas, pour alerter sur la question climatique. La santé humaine passe également, selon moi, par l'entretien de la santé de la nature et des autres êtres vivants. Donc, dans ton activité, est-ce que tu as intégré des pratiques dont les auditeurs et auditrices pourraient s'inspirer pour aller dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de la pollution ? Alors, effectivement, nous, en tout cas dans notre angle de recherche, celui qu'on développe dans notre équipe, on est toujours à la recherche de ces zones de convergence entre des objectifs de santé publique et des objectifs climatiques ou environnementaux. Et ça, dans notre vie de tous les jours, on peut en trouver plein. La première, c'est dans les déplacements, dans les transports. Une des façons qui est la meilleure de ne pas émettre de CO2, de ne pas brûler d'énergie fossile, tout en pratiquant une activité physique qui, sur plein d'aspects, est un des meilleurs médicaments qu'on connaisse pour préserver sa santé, c'est ce qu'on appelle les transports actifs. Donc les transports actifs, c'est se déplacer avec l'énergie de ses muscles, donc c'est principalement la marche, le vélo. D'une certaine façon, les transports en commun font de la place à la marche, donc sont beaucoup plus actifs que se déplacer au volant de sa voiture. Et donc, si on est là, l'idée, c'est de pas, faut pas être naïf, et tout le monde ne peut pas passer au vélo si on a des déplacements beaucoup trop longs ou dans des contextes où c'est vraiment trop dangereux, tout simplement. Dans certaines régions, certains territoires, c'est beaucoup trop dangereux. En milieu rural, si on a des voitures qui passent à 90 et pas de piste cyclable, c'est juste, c'est suicidaire, quoi. Donc, voilà. Mais quand on peut le faire, quand les infrastructures sont là, préférer les transports actifs à la voiture individuelle, et donc ça c'est une des premières actions, qui est une façon, donc encore une fois, de réduire son impact en termes climatiques, mais également en termes environnementaux. La voiture, c'est un contributeur à la pollution atmosphérique, à la prise, à l'espace au sol, l'emprise au sol du système voiture, la chaussée, les stationnements, les voitures elles-mêmes, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est quelque chose qui est un moteur de l'apport de biodiversité là aussi. Il faut avoir ça en tête. Et à l'inverse, l'activité physique liée à la marche, au vélo, a des bénéfices sanitaires en termes de santé mentale, d'humeur, de sommeil, de santé cardiovasculaire, de prévention de décès d'autres qui est vraiment fantastique. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'il ne faut pas s'économiser de faire, encore une fois, quand on est dans un contexte qui le permet. Un deuxième angle sur ces aspects, c'est vraiment les choix alimentaires et la nutrition. Si on élargit un petit peu la focale au-delà du climat, l'agriculture industrielle, c'est l'un des facteurs premiers de perte de biodiversité et de dépassement des limites planétaires. Vraiment, les deux causes de dépassement des limites planétaires, c'est les énergies fossiles d'un côté, l'agriculture industrielle de l'autre. Et là, encore une fois, l'impact environnemental, climatique de l'agriculture industrielle est vraiment tiré de façon disproportionnée par l'élevage. Simplement parce qu'il faut plus de ressources, plus de terre, plus de sol pour produire des calories animales que des calories végétales. Le chiffre à avoir en tête, c'est qu'il faut quelque chose comme 20 kg de fourrage pour produire 1 kg de viande de bœuf. Donc on voit bien qu'on a une espèce de perte de rendement qui est délirante, et que du coup, même en France, on a 3/4 de la production agricole qui nourrit l'élevage et qui ne nourrit pas les êtres humains. Donc on voit bien toute l'emprise finalement que tout ce qui est lié à l'élevage, comment ça contribue à toute la contribution donc on va dire de l'agriculture aux pollutions chimiques, aux pollutions agrochimiques, à la perte de biodiversité et aux émissions de CO2 là aussi, ou de méthane pour l'élevage. Et donc on sait également que d'un point de vue sanitaire, on consomme trop d'aliments d'origine animale, on consomme trop de viande. D'après les recommandations internationales nutritionnelles, un Français, une Française, mais surtout un Français, consomme 2 à 3 fois plus de viande que les recommandations sanitaires, là aussi. Donc aller vers moins d'alimentation carnée, c'est aussi là une zone de convergence très forte entre un intérêt
personnel, égoïste, bien senti de santé, et un intérêt environnemental et climatique. Donc c'est vraiment les deux zones, on va dire, où à l'échelle individuelle, on a vraiment, si on a envie d'agir pour l'environnement, le climat et pour sa santé, on sait ce qu'il faut faire, donc aller vers plus d'alimentation végétale, aller vers des modes de transport plus actifs, et donc moins émetteurs, moins polluants. C'est vraiment les deux, on va dire, les deux dimensions. Génial. Alors, Kevin, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu voudrais nous parler peut-être de ton livre qui est en train de sortir en ce moment ? Avec plaisir, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, sur ces liens entre changement climatique et santé, à la fois sous l'angle des impacts, de ce qu'on sait des impacts présents et futurs du changement climatique sur la santé, mais aussi sous l'angle des bénéfices à l'action climatique et aussi sur ce que ça change, en gros, vraiment dans le cadrage de la question climatique, qu'est-ce que ça change de mettre la santé au cœur de ces sujets. Voilà, j'ai ce livre qui va sortir fin mars aux éditions Payot, qui s'intitule À notre santé, la lutte contre le changement climatique n'est pas celle que vous croyez, et donc qui fait en un peu plus de 200 pages le tour de ces questions que j'ai essayé de rendre le plus, on va dire le plus vulgarisé possible et basé à la fois sur les études les plus récentes dans tout domaine de lien entre changement climatique et santé. Ok, trop bien, j'ai hâte de le lire. De toute façon, l'épisode, je pense, sortira juste au moment où ton livre sortira ou juste un peu après. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur le lien entre santé et climat, à part le tien? Alors, au-delà de ça, on est dans notre équipe, on a vraiment à cœur d'essayer de rendre ces éléments accessibles à la fois aux décideurs, à la fois au grand public. En tout cas, sur les liens, encore une fois, entre les actions climatiques et leurs bénéfices pour la santé, ce que ça change dans la perception, dans la décision publique également, on a produit avec un think tank qui s'appelle Santé mondiale 2030 une petite note d'une 30aine de pages, très vulgarisée là aussi, sur les bénéfices pour la santé à l'action climatique. Je pense qu'elle est accessible gratuitement, publiquement sur Internet. Peut-être qu'on pourra mettre je mettrai le lien. Et ça, ça reste de la littérature scientifique. C'est pas quelque chose qu'on a envie de lire pour se détendre. Mais encore une fois, quand même, c'est un des rares domaines, le domaine de ce lien, des bénéfices pour la santé et l'action climatique, où on a quelque part un message positif ou des bonnes nouvelles autour du changement climatique, qui nous montre qu'en agissant, on peut avoir des bénéfices vraiment sur plein de fronts. Mais au-delà de ça, finalement, c'est aussi pour ça que personnellement, je me suis lancé dans ce bouquin ou dans ce travail autour de ces notes, c'est qu'il n'y a pas énormément de littérature autour de ces questions qui relient un peu plus concrètement changement climatique et santé. Trop bien. Alors pour terminer, même si ce n'est pas forcément ton domaine de compétence, mais quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Waouh. Alors, c'est pas facile. Encore une fois, moi, l'un des conseils, et c'est toujours en me remettant dans ce qu'on sait des études épidémiologiques sur la question, c'est ces questions d'activité physique. Marcher une demi-heure par jour, faire 10 minutes de vélo par jour, ça réduit un paquet de maladies incroyables. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement faire rentrer dans sa journée au quotidien quand on intègre ça dans ses déplacements, encore une fois. Ça, je pense que c'est une des choses les plus faciles à faire. Et encore une fois, même si on ne peut pas prendre le vélo dans tous les contextes, marcher, se faire sa pause en marchant, sa pause de boulot, sa pause café, plutôt que rester assis, c'est peut-être une des meilleures façons. Et au-delà de ça, il y a un truc qui me semble fondamental, c'est prendre soin de ses liens sociaux également. On sait que les liens sociaux sont un des premiers déterminants de la santé également. Et donc, prendre soin des liens sociaux qu'on a avec ses proches, avec les gens autour de soi, même avec qui on est moins proche, c'est également quelque chose auquel il faut être très attentif, y compris pour des questions là aussi de santé. Écoute, merci beaucoup Kevin d'avoir trouvé un peu de temps pour répondre à mes questions. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur tes activités, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ou ailleurs ? Un petit peu sur LinkedIn, voilà. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai en lien ta page LinkedIn et puis le lien vers peut-être même ton livre en fait, puis le petit document dont tu m'as parlé tout à l'heure. Merci. Écoute, merci beaucoup. Donc je remercie aussi l'Académie du Climat de nous avoir accueillis. Donc on a peut-être entendu de temps en temps des portes qui claquaient et on n'est pas dans le contexte habituel de l'enregistrement de mon podcast, mais bon, c'était sympa de pouvoir se rencontrer de cette manière-là.
Et puis, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt et prends bien soin de toi. Merci beaucoup, de même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative. Donc si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.